Sud Radio, l'invité politique, Maxime Liédo. 8h35 sur Sud Radio. Bonjour Naïma Mouchou. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'Assemblée nationale, 4e députée du Val d'Oise et la secrétaire nationale et la porte-parole du parti Horizon, dirigée par Édouard Philippe. Votre présence est donc parfaite ce matin pour réagir à tous les sujets qui nous guident. Le premier étant quand même la loi sur la fin de vie qui arrive ce matin. Discussion jusqu'au 19 mai, vote solennel le 27 mai. Est-ce que l'Assemblée nationale va réussir à passer cet obstacle ? Je l'espère, c'est ma conviction profonde. J'espère que c'est un texte qui ne nous divisera pas, parce que le sujet est particulièrement clivant. Il y a deux choses. Il y a la question des soins palliatifs, et puis il y a un premier bloc du texte. Le premier bloc du sujet plus polémique et le cœur du débat en réalité sur l'aide active à mourir. Sur les soins palliatifs, ma conviction elle est faite. Il y a une urgence absolue dans le pays. On ne peut pas se contenter de ce qui se passe. On ne peut pas se contenter du fait que plusieurs milliers de Français quand même sont pas accompagnés de manière digne dans leur fin de vie. Parfois on les retrouve isolés, parfois dans la douleur. Alors évidemment il faut mettre le paquet, et évidemment en ce qui me concerne, et je crois que c'est le cas de la majorité des députés, nous soutiendrons pleinement cette partie du texte en disant qu'il faut investir massivement sur les soins palliatifs, qu'il faut investir dans les équipes mobiles, dans la formation, dans l'accès au territoire, parce que ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'il y a une profonde injustice en fonction d'où vous venez ou d'où vous vivez, et il faut absolument corriger cela. Mais sur l'unité du bloc central, est-ce que vous en êtes sûr ? Parce que, alors, une rupture anthropologique, c'est Bruno Retailleau. Une loi strictement cadrée pour Catherine Vautrin, une liberté de choix pour Gabriel Attal et un moindre mal selon Emmanuel Macron. On comprend quand même qu'on a du mal à se réunir autour d'une proposition qui ferait consensus. Oui, c'est vrai, mais parce que ce sujet a longtemps travaillé le corps social. Moins sur la partie des soins palliatifs, sur laquelle on s'accorde plutôt que sur celle de l'aide active à mourir, de l'euthanasie, du suicide assisté. Excusez-moi, Naïma Mouchou, la rapporteuse du texte sur les soins palliatifs, qui est Anne Vidal, Ensemble pour la République, vous travaillez avec elle. Elle dit il y a quand même des doutes au sein du bloc central parce que le texte a perdu de son équilibre en commission. C'est pas votre conviction ? Non, c'est vrai que les débats ont pris une orientation au moment de la commission qui n'est pas celle souhaitée par la majorité des députés. J'espère que le tir sera corrigé au moment des débats en hémicycle, au moment des séances publiques. Je ne suis pas trop inquiète sur ce pan du texte. C'est l'autre, en réalité, qui va poser problème. D'ailleurs, on le voit, il y a, je crois, 500 ou 600 amendements sur la partie soins palliatifs. Il y en a plus de 2000 sur l'autre partie du texte. Donc on voit bien où est le cœur du débat. Il est plutôt sur ce pan-là. Et c'est là où les choses vont se corser, évidemment. Mais si le texte ne correspond pas à ce qu'en effet vous souhaitez, selon votre conviction, est-ce que vous êtes prête à vous abstenir ? L'ancienne ministre de la Santé, par exemple, Agnès Firmin-Lebaudot, elle se dit, si on n'a pas les verrous très rapidement autour de ce texte, je m'abstiendrai. C'est votre cas ? Oui, c'est mon cas, mais moi j'irai même plus loin. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les verrous indispensables pour rester dans quelque chose d'équilibré et d'acceptable, je voterai contre. Vous irez jusqu'à voter contre ? Évidemment, parce que c'est un sujet important. Moi, je crois que la société gagne à ce que le débat ait lieu. Mais ça ne peut pas aller dans tous les sens, évidemment. Je vais vous dire, moi, j'ai été confrontée, comme d'autres, à ce qu'est la fin de vie. J'ai accompagné un proche parent dans la fin de vie. J'ai été confrontée à l'angoisse, à l'inquiétude, à la perte de contrôle de sa propre existence. Et ça vous change. C'est vrai que ça vous change profondément. Vous ne pouvez pas aborder ce texte, et cette partie du texte notamment, en théorie. Pas une tribune politique. Ce sont des questions éthiques, ce sont des questions médicales, ce sont des questions qui sont profondément humaines. Et la question, c'est jusqu'où on va. C'est toujours ça le problème, c'est jusqu'où on veut aller, c'est quel projet de société on veut aller. Mais vous parlez de débat, ce qui est très frappant, quand vous dites quand même député du bloc central, je serai capable de voter contre s'il n'y a pas toutes les garanties. Imaginons un scénario dans lequel le texte ne va pas, on va dire, jusqu'au bout, vous n'arrivez pas à créer ce consensus. Est-ce que c'est un sujet sur lequel on pourrait aller jusqu'à un référendum ? L'idée avait déjà été abordée. Mais selon vous ? Mais je crois que oui, je crois que la société est prête. Ça fait quand même plusieurs années que le sujet est sur la table. On prendrait pas les Français à revers en leur demandant de se prononcer sur la fin de vie. La question est toujours la même. Il ne faudrait pas que le débat soit instrumentalisé dans ce cas-là. Moi, je rêve d'un débat apaisé, éclairé, où on puisse poser les vraies questions. Et les vraies questions sur la fin de vie, c'est est-ce que le débat est éclairé à la fin ? Est-ce qu'on ne va pas vers des dérives ? Est-ce que c'est suffisamment encadré ? Parce que il faut associer la communauté médicale à ça. Bien sûr. Eh oui, mais c'est important. Et la communauté médicale, elle a prêté serment de combattre la mort, vous voyez, de soigner. Donc il faut être attentif à tout ce corps médical. Ça ne peut pas se faire contre. Et c'est ça qui est important, c'est de mettre en place suffisamment de garanties pour qu'on puisse avancer, parce qu'il y a
je crois, des marges de manœuvre, mais qu'on le fasse effectivement avec de l'éthique, en prenant en compte les questions juridiques et en essayant d'être le plus humain possible. Et en respectant certainement l'avis qu'avait rendu notamment le Comité consultatif national d'éthique, qui lui-même rappelle ce matin dans le Figaro, nous sommes très loin de l'esprit de l'avis du comité qui avait indiqué qu'il y avait une voie éthique pour légaliser cette fameuse aide à mourir. Et le président de la République avait bien dit avait dit justement qu'il ne voulait pas que l'aide à mourir soit un droit au nom de la liberté de disposer de son corps. Or, en l'état actuel du texte, ce serait une loi d'autodétermination. Oui, il y a de ça, tout à fait, parce qu'on oscille entre deux choses. Hein. On a l'impression qu'il y a deux intérêts contradictoires là qui s'opposent. Il y a la liberté individuelle, et on se dit que on pourrait choisir sa propre mort après tout. Mais vous savez qu'il y a le pendant aussi, c'est la protection collective. Bien sûr. Et donc tout ça se confronte, et ça se confronte, c'est vrai, assez durement. Mais je ne voudrais pas que l'Assemblée nationale, vous voyez, elle aille dans cette dérive et qu'elle fasse du bruit autour de ce texte alors qu'il y a des sujets sur lesquels on peut avancer. Vous parliez du corps médical, c'est un sujet qui a traversé aussi l'Assemblée à l'occasion de la fin de liberté d'installation des médecins qui a été voté mercredi soir dernier. Ils ont voté contre totalement l'avis d'ailleurs du gouvernement. C'était une loi excessivement décriée. Le ministre de la Santé a dit en réalité qu'on n'arrivait pas à s'accorder autour de cela. Est-ce que c'est quelque chose que vous ne regrettez pas ? Alors moi j'avais voté contre. Hein. Non mais ce que je veux dire que l'Assemblée justement a réussi à s'entourer. Bien sûr. Mais bien sûr que je le regrette pour une raison simple, c'est qu'on donne de faux espoirs à la population avec ce texte. La France est un désert médical. Bon, partout, hein. Plus de 90% du territoire est devenu un désert médical. Qu'est-ce qu'on va réguler avec un désert médical ? Puisqu'il manque des médecins partout. Est-ce qu'on va déshabiller tel territoire pour habiller tel autre ? C'est d'une injustice criante. On manque de médecins. Point. Voilà, donc est-ce que l'erreur n'a pas été tout simplement de mettre un coup d'arrêt franc, net, brutal au fameux numerus clausus qui, on a reçu beaucoup de médecins notamment sur cette antenne qui disaient mais en fait la pénurie de médecins, l'État l'a organisée, la mise en place de ce numérus, vous accordez sur ça ? C'est vrai, mais bien sûr c'est le choix politique qui a été fait il y a plusieurs années déjà de dire on va réduire l'offre en imaginant qu'on allait réduire la demande de soins. Ça n'a pas du tout fonctionné. Donc faut-il remettre sur la table, on parlait de référendum, on parlait de sujets importants pour les Français. Est-ce que la fin du numerus clausus ne doit pas prendre une vraie place au sein des débats politiques français dans les prochaines semaines et y mettre fin ? L'Assemblée nationale a fait sa part, puisqu'on a voté il y a quelques années déjà, avec la majorité, la fin de ce numerus clausus. Mais il faut 10 ans pour former un médecin, donc ça prend du temps. Ça prend du temps, et il n'est pas question de réduire ces 10 années. On ne veut pas des demi-médecins. Voilà, c'est une profession, c'est sérieux être médecin. Et donc ça demande du temps. Mais la politique, c'est du temps long en général. Et c'est vrai que beaucoup des grandes décisions qui sont prises, qu'elles concernent le domaine de la santé, les hôpitaux, les médecins, qu'elles concernent l'école, qu'elles concernent la sécurité, tout ça peut prendre du temps. C'est ce qu'il faut expliquer aux gens et pas aller vers des gadgets, pas aller vers des propositions qui sont de fausses bonnes idées comme la régulation à l'installation des médecins. Il faut expliquer qu'on a identifié les difficultés et que parfois, pour y remédier, il va falloir quelques années. Et en attendant, on essaie d'imaginer d'autres dispositifs. C'est ce que fait le ministre de la Santé. Autre sujet qui a fait polémique au sein de l'Assemblée sur cette antenne et bien sûr dans l'opinion, c'est les fameuses ZFE, zones à faible émission. C'est aujourd'hui l'opération sauvetage puisque au ministère de la Transition écologique est organisé un grand raout avec Agnès Pannier-Runacher notamment et Yannick Noder. Est-ce que là aussi, quand on vote ce genre de loi, quand on est député, quand l'Assemblée nationale se prononce, on ne fait pas la promesse d'une exclusion sociale ? C'est-à-dire qu'avec les gilets jaunes, avec ce qui a pu se passer avec les 80 km/h, on aura l'occasion d'y revenir. Est-ce que voter les ZFE n'est pas le pire signal qu'on puisse envoyer à la population ? Vous avez raison de dire qu'il faut rester ancré, enraciné. Et donc il faut avoir à l'esprit les préoccupations, les conséquences de chaque décision que nous votons à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elles ont été pesées quand on sait que par exemple dans la loi il n'y a même pas eu, on va dire, de tests, tout ça a été tellement mal pensé ? Ça part d'une bonne intention. Je veux dire, les préoccupations environnementales, les préoccupations de transition écologique, elles ne sont pas... Oui, vous avez raison. Mais il faut redire quand même que ce sont des sujets qui ne sont pas accessoires. La question écologique, elle n'est pas accessoire et les Français y tiennent beaucoup. C'est sur la manière de faire les choses. Évidemment, je suis d'accord avec vous, puisque nous avons porté avec mon groupe la possibilité de donner de la latitude aux élus locaux. Il faut que les maires, en fonction des territoires, puissent décider d'y aller ou de ne pas y aller. Justement, par rapport à la préoccupation sociale. Pourquoi on parle de transition ? Moi, je parle de transition parce que je suis totalement défavorable d'abord à l'idée de la décroissance, ça c'est sûr, mais à l'idée aussi que l'écologie se ferait contre les classes populaires. Moi, j'essaye d'incarner une droite qui parle d'écologie sans exclure. J'essaie d'incarner une écologie de droite, justement, pour qu'il y ait les préoccupations de justice sociale,
sont fondamentales. Et donc, c'est des questions d'équilibre. C'est des questions, Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement, pardon Naïma Mouchou, accepter d'enlever ce texte? Ça a été mal pensé, le reporter entièrement, le repenser et ne plus mettre dans la tête de beaucoup de gens qui nous écoutent et qui se disent en réalité c'est encore contre moi que ça tombe, j'ai pas beaucoup d'argent, je peux pas changer ma bagnole et en plus j'ai l'interdiction d'aller dans les centres-villes. Mais bien sûr qu'il faut le faire avec la population. Mais est-ce qu'il ne faut pas rayer ce texte de la carte? C'est-à-dire que si on n'a pas les dispositifs d'accompagnement, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Voilà. Moi, je ne voterai pas de dispositif qui contraint, je ne voterai pas de dispositif qui viennent s'imposer à des populations qui n'ont pas les moyens. Je veux dire, c'est l'inverse de ce que j'essaye de faire. Est-ce qu'on pourrait penser à un référendum sur les ZFE? Dans le journal de 8h tout à l'heure, on avait justement ce maire qui nous disait mais allons-y, assumons, posons la question par référendum. Je ne sais pas, parce que ce sont des sujets techniques, que ça n'a pas la même... Donc la fin de vie, c'est pas technique, ils sont prêts, mais les ZFE, non? Les ZFE, c'est quand même des sujets de réglementation juridique. Donc l'idée d'aller vers le référendum, d'abord parce qu'on contournerait l'Assemblée nationale, qui n'y arriverait pas ou qui n'arriverait pas à trouver de compromis. Ensuite, sur des sujets quand même où il faut, il y a beaucoup de documentation sur les ZFE, il y a de la différenciation territoriale. Je suis pas sûre qu'on arrive à un référendum qui soit, à une réponse en tout cas, qui soit consensuelle. Vous êtes également, Naïma Mouchou, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Un fait la semaine dernière, 2 députés, Andy Kerbrat, qui est un député LFI, et Christine Engrand, ex-RN, ont été temporairement exclus de l'Assemblée nationale. L'un, je le rappelle, pour être soupçonné accessoirement d'avoir acheté de la drogue avec ses frais de mandat. L'une pour avoir fait des dépenses personnelles avec ses frais de mandat. Exclus temporairement? Oui, exclu temporairement parce que c'est la seule sanction qui existe aujourd'hui. C'est la sanction maximale. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin dans les sanctions? Mais bien sûr qu'il faudrait aller plus loin. Qu'est-ce que vous proposeriez? Mais pour aller plus loin, il faut un consensus. Pour modifier le règlement de l'Assemblée nationale sur l'échelle des sanctions, il faut que les groupes se mettent d'accord. Personne n'est d'accord. C'est bien ça le problème aujourd'hui, et je le déplore, personne n'est d'accord. Mais je comprends que les gens ne comprennent pas. Mais en tant que vice-président, dans quelle entreprise est-ce qu'on accepterait d'utiliser l'argent de la société pour s'acheter de la drogue ou pour financer des activités privées? Donc la vice-présidente de l'Assemblée que vous êtes suggère quand même d'alourdir les sanctions et penser que quand certains, on va dire, passages ou quand certains actes dépassent, on va dire, un certain mouvement, comme là acheter de la drogue quand même avec l'argent du contribuable, il faudrait exclure définitivement. On pourrait aller vers là. Alors définitivement, c'est encore autre chose parce que vous savez, c'est un mandat issu du peuple, que seul le peuple peut nous retirer. Sinon, on va vers l'idée de ce mandat révocatoire que porte la France insoumise. Et ça, je n'y suis pas favorable. C'est le peuple qui doit avoir le dernier mot à chaque fois. Par contre, on peut imaginer des sanctions plus lourdes qu'une exclusion seulement de 15 semaines et 1 mois de privation d'indemnité. Ça, c'est sûr. C'est certain, parce que les Français ne comprennent pas. Oui. Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale, je le disais, mais vous êtes aussi la porte-parole et la secrétaire générale du parti Horizon, parti d'Édouard Philippe. Et ça tombe bien parce que dans le sondage IFOP ce matin, fiducial Sud Radio, Le Figaro, on apprend que Édouard Philippe est énormément plébiscité par les Français. 41% des Français souhaitent qu'il soit candidat en 2027. 63% pensent qu'il le sera bel et bien. Mais avant qu'on se plonge dans les détails de ces chiffres, on est obligé de passer une alerte enlèvement pour un homme grand, 1m89, 54 ans, maire du Havre, ancien Premier ministre. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Édouard Philippe? Édouard Philippe va très bien. Il va très bien. Il travaille. Vous savez, la politique, ça ne se limite pas à la recherche du buzz, à la communication, à être présent sur tous les plateaux, à commenter en permanence. La politique, c'est d'abord essayer d'aller convaincre les Français. Donc il passe beaucoup de temps sur les territoires. Il sillonne la France, il sillonne l'outre-mer, nos territoires d'outre-mer. Il va à la rencontre des gens pour essayer, d'abord pour écouter, je pense que c'est indispensable, pour comprendre ce qui se passe, et pour essayer d'adapter des solutions après, parce que c'est ça faire de la politique. C'est pas. Et on peut pas se dire que c'est du fameux en même temps. Pardonnez-moi. Oui, bien sûr, aller sur le territoire. Oui, bien sûr, convaincre les Français, les comprendre. Peut-être encore faut-il les comprendre quand on a été longtemps Premier ministre. Allez peut-être les comprendre avant. Mais il y a quand même un sujet. Tout ce qui se passe actuellement dans le monde, tout ce qui se passe en France, pas une intervention d'un ancien Premier ministre, est-ce qu'à un moment quand même la communication, la discrétion ne pose pas un problème? Non, il s'est exprimé sur les questions internationales, sur le conflit en Ukraine. Rien sur les droits de douane, sur Donald Trump, il l'a fait. Très peu, Naïma Mouchou, très peu. Je vous invite samedi, on tient un meeting à Marseille. Précisément autour d'Édouard Philippe, avec un certain nombre d'intervenants. Où il s'exprimera. Où il pourra s'exprimer longuement sur ces questions en particulier. Voilà. La méthode, moi je pense que la méthode d'Édouard Philippe est la bonne. D'abord, il n'a pas à se soumettre à un agenda qui voudrait que tous les jours il faille aller dire ce qu'on pense de l'actualité, etc. Tous les jours, on peut se dire qu'il y a des points de repère où l'actualité nationale. Il a plus parlé depuis 1 mois et demi, quasiment. Naïma Mouchou, je regardais. Si, le dernière interview dans le Figaro, il y a plus d'1 mois. Alors très bien, dont acte, il y a plus d'1 mois. Bon, il s'exprimera samedi sur le sujet. Très bien, on sera attentif.
Et il le fera de plus en plus. Il le fera de plus en plus parce qu'on va se rapprocher des échéances. Bon, aller parler pour parler, alors c'est certainement pas son style, c'est certainement pas sa manière de faire. Explorer les sujets de fond, oui, ça demande un peu de travail, ça demande un peu de temps, et il le fera au moment qui est le plus opportun en réalité. C'est sa manière de faire. Et pour quel projet précisément, est-ce qu'on sait ce que veut porter Édouard Philippe concrètement? On parlait ici des grands enjeux, les ZFE, la loi sur la fin de vie, énormément de débats qui traversent la société française. Si vous deviez résumer le projet d'Édouard Philippe, alors par pitié sans le mot massif qu'on répète à tout bout de champ, quelle est la vision d'Édouard Philippe pour la France? Quel est le projet en 2-3 mots? Non mais ça se résume pas à 2-3 mots, vous comprenez bien la difficulté. Ce que nous voulons, c'est proposer un projet qui soit cohérent. Alors ça demande un peu de travail, ça demande un peu de technicité parfois, ça demande après de vulgariser ce qu'on veut dire. Ce qui est certain, c'est qu'on veut emmener les Français dans une direction qui leur permette demain de renouer avec l'espoir. Je vois plus aucun parti politique. Un projet de rupture quand même, peut-être, avec tout ce qu'on vient de dire. Un projet de rupture, oui. Mais oui, parce qu'on n'a pas le choix. Vous voyez bien les grands défis. Non, je vous pose la question parce que Christophe Béchu, dans le Figaro, il y a quelques semaines, disait en 2027, on ne promettra pas le grand soir, mais une continuité dans l'action. Pas rêver, hein. Mais oui, mais parce qu'il y a de ça. Ouais, mais c'est pas la rupture pour la rupture non plus. Il y a des grandes transformations qui sont obligatoires parce qu'on est dans un moment de bascule. Les Français le vivent. Moi, c'est ce qu'ils me disent aussi sur le terrain. Le défi migratoire, le défi sécuritaire, le défi des nouvelles technologies, les défis de l'école. Donc oui, on pourra pas continuer à faire tout à fait comme on faisait jusqu'à maintenant. On voit bien les limites de ça. Mais il s'agit pas non plus de renverser la table sur tous les sujets pour dire regardez, je fais plus que mon voisin, que mon adversaire. C'est pas le sujet non plus. Il faut qu'on soit cohérent. Donc là où il faut appuyer. Et réussir à entraîner les gens, réussir à faire un grand mouvement collectif. On continuera à aller dans le bon sens. Et pour entraîner les gens aussi. C'est fondamental. Bruno Retailleau, avec vous? Bruno Retailleau s'il le souhaite, j'espère. J'espère qu'on arrivera à rassembler le plus largement possible. Et Bruno Retailleau fait partie des personnalités politiques qui peuvent avoir un rôle à jouer. Est-ce que c'est votre souhait de faire une véritable alliance avec Bruno Retailleau? Parce que Édouard Philippe le confie, nous estimons, a-t-il dit à propos de Bruno Retailleau, il arrive que nous ne pensions pas la même chose sur tous les sujets, mais je suis assez convaincu que nous sommes complémentaires. Donc c'est ça 2027, une potentielle réunion Retailleau-Édouard Philippe? C'est ce qu'a fait la droite pendant très longtemps, le rassemblement. Mais c'est le projet d'Édouard Philippe actuellement. De la droite et du centre. Mais bien sûr, je veux dire, nous n'avons pas le choix. Il n'y a pas de majorité qui se dégage d'un parti politique, ça c'est faux. Je veux dire, celui qui s'imagine demain gagner 2027 avec uniquement sa famille politique, c'est un non-sens absolu. Donc il faut rassembler, et pour rassembler, il faut tendre la main. Il faut accepter qu'on ne soit pas d'accord sur tout. C'est le cas avec Bruno Retailleau. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Bruno Retailleau. Et je le lui ai dit, en revanche, c'est quelqu'un qui a vocation à prendre une place. Et d'autres. Aux côtés d'Édouard Philippe. Aux côtés d'Édouard Philippe. Balayons l'actualité aussi des grands sujets qui nous restent, Naïma Mouchou. Macron, le président de la République, Emmanuel Macron, était à Kiev avec l'ensemble des dirigeants européens ce week-end pour essayer au mieux de convaincre notamment Donald Trump, le président russe, d'acter de se remettre, de se mettre autour de la table pour obtenir des négociations, notamment pour le président ukrainien et ce pays en guerre qui est l'Ukraine. Marine Le Pen a dit, je dirais que Macron s'est mis dans la peau d'un guerrier, alors que je pense que la France devrait faire exactement le contraire, consacrer tous effets forts pour se positionner comme médiatrice dans la direction de la paix. C'est votre sensation aussi qu'on joue contre l'élan de la paix? Évidemment pas du tout. Et Marine Le Pen, en disant ça, revient dans l'escarcelle de Poutine. Vous voyez? C'est comme ça que vous l'interprétez? Mais oui, mais c'est la nature du Rassemblement national. Voilà. Le Rassemblement national joue contre les intérêts nationaux. Notre intérêt à nous, c'est de nous protéger. Voilà. Et en protégeant l'Ukraine, D'abord, pardon, mais c'est une question de principe. La France a toujours porté une voix juste et une voix humaine. C'est un territoire attaqué. On protège un territoire attaqué. Et puis c'est notre intérêt direct, parce que ce qui se passe en Ukraine a des répercussions chez nous. Ces velléités de puissance, de domination de la Russie, elles s'arrêteront où? Personne ne le sait. Et donc, le président de la République, en faisant ce qu'il fait, en se déplaçant, en réaffirmant son soutien à l'Ukraine, en réalité, réaffirme la sécurité du territoire national. On parle du président de la République qui sera en reconquête, puisque c'est comme ça qu'on qualifie ce qu'il est en train de faire en ce moment. Il sera demain soir sur TF1 pour une grande émission spéciale face aux Français. Dialogue, questions. On parle déjà des référendums qu'il pourrait annoncer. Selon vous, sur quel sujet doit aller Emmanuel Macron s'il doit annoncer certains référendums? D'abord, moi je suis plutôt favorable à l'idée du référendum. Je l'ai dit récemment dans une tribune avec Clément à l'instant à ce micro. Absolument. Édouard Philippe l'a dit déjà il y a quelques mois. Il avait imaginé cette idée de référendum au moment des élections législatives les prochaines, en disant quoi? En disant une chose simple, il va falloir qu'on dégage des espaces de souveraineté supplémentaires. On peut pas
On peut pas juste dire aux gens, bon voilà, vous exprimez dans l'isoloir tous les 5 ans, puis on se revoit tous les 5 ans. C'est vraiment pas suffisant compte tenu des tensions, compte tenu des fractures. Donc l'idée de dire on va renouer le dialogue avec les Français par le référendum est une bonne chose. Puis il y a la question du contenu. Sur quel sujet alors? Ça peut pas être un outil accessoire. On verra ce que propose le président de la République. Moi, j'ai pas de mais vous pouvez avoir des idées, des envies, des volontés. Ou vous dites ça, ce sujet mérite. Du travail, par exemple, sur la question du travail, je trouve que c'est une bonne chose, parce que le sujet du travail, sur le temps de travail, sur la rémunération, sur le temps de travail, pourquoi pas, sur le travail qui paye plus, et donc sur les moyens dont on pourrait faire que le travail net se rapproche, que le travail brut et le travail net se rapprochent, parce qu'on sait que c'est un sujet de préoccupation. Sur l'assurance chômage, pourquoi pas aussi donner les moyens, réduire les prélèvements obligatoires sur le salaire, ça pourrait par exemple être une question bien rédigée. Il faut que ce soit une question bien rédigée. Oui, voyez, non, mais bien sûr, mais mise à disposition sur le référendum sur ce rapprochement brut et net. Absolument, pourquoi pas, mais vous comprenez qu'elle est là toute la difficulté. C'est la forme. C'est la technicité dont vous parliez tout à l'heure. Oui, parce que si on va vers des textes alambiqués qu'on ne comprend pas, éminemment techniques, ou des mesurettes, à l'inverse, le compte n'y est pas. Et là, on fera encore plus mal. Et le sentiment de déception sera encore plus colossal. Moi, je suis pour qu'on engage vraiment sur des référendums. C'est-à-dire que les gens se disent, alors là, si je vais aller voter, mon vote engage l'avenir de la société. Vous voyez, je tranche une véritable question et la réponse que je donne va avoir des effets sur le quotidien. Il ne faut pas qu'on trompe les Français ou qu'on leur dise finalement vous allez voter, mais ça ne servira pas à grand-chose. Voilà. Le référendum ne peut pas servir à combler un vide politique, à réexister par soi-même, pas du tout. Il faut que ce soit un vrai souffle et il faut que ça ait des conséquences sur le fond. Et on verra si le président de la République sera au rendez-vous et s'il vous a écouté demain soir à 20h, à partir de 20h sur TF1. Une dernière question, Naïma Mouchou. Il s'est passé quelque chose à Paris d'absolument détonnant ce week-end, une manifestation, plus de 1000 participants qui entonnaient des slogans d'ultra-droite, Europe, jeunesse, révolution, des sons de tambour, certains arboraient des croix celtiques, des t-shirts avec des iconographies néo-nazis. J'ai rien vu. Aucune condamnation de la part de politiques, aucun mot de Bruno Retailleau, aucun mot de la part d'un important membre du gouvernement ou même de la classe politique actuelle. Est-ce que c'est pas un problème? Oui, c'est un problème. Moi, je crois que c'est un problème. Ça s'appelle la posture, vous voyez. Mais même vous n'avez pas réagi. Est-ce que c'est normal qu'on puisse assister qu'on puisse assister à un spectacle aussi sidérant que celui-ci? Vous avez raison et il faut le condamner. Vous avez raison. Il faut condamner toutes les radicalités, tous les extrémismes, d'où qu'ils viennent. Parce que ça fait du mal à la société. Il ne faut pas une enquête, parce que visiblement cette manifestation avait été prévue, validée par la préfecture. Est-ce qu'il ne faut pas, on va dire, condamner outre les mots? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Il faut condamner les débordements, il faut condamner les violences, il faut condamner les propos quand ils se situent en dehors du champ légal. Ça, c'est une évidence. Je ne sais pas si les procédures sont en cours. Je ne suis pas sûre que le préfet se soit positionné, prononcé là-dessus, mais ça ne veut pas dire que rien n'existe. Je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle. Mais bien sûr qu'il faut condamner. Oui, ça, c'est une évidence pour moi. On n'a pas à choisir ou à trier. Merci Naïma Mouchou d'avoir été avec nous et d'avoir parlé vrai au micro de Sud Radio ce matin. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale et la secrétaire générale, mais également la porte-parole du parti Horizon, donc le parti d'Édouard Philippe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, vous trouvez Patrick Roger, 9h-10h, La vérité en face. Et nous, on se retrouve demain, même heure, même studio. Restez sur Sud Radio, c'est l'assurance d'une bonne journée.